is up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine avec une invitée spéciale aujourd'hui. En plus, on est en personne. Oh. On vient de manger un super bon déjeuner. Moi, je fais souvent la blague, qui est pas une blague, qui est vraie, que je suis une coach en nutrition, qui aime pas beaucoup cuisiner. Puis que mon love language, c'est quand les gens, ils préparent de la nourriture santé pour moi. Donc, mon invitée d'aujourd'hui, Gianna, avec qui je viens justement de partager un déjeuner awesome, est assise avec moi pour maintenant avoir une conversation awesome sur sa vie, sur la résilience, sur son partage, son inspiration, son expertise. Donc, Gianna, bienvenue sur le podcast! Merci beaucoup. Un plaisir pour moi. Mm-hmm. Dans le fond, ça fait... on s'est connus sur les réseaux sociaux via des connexions en commun, des événements, LinkedIn local, etc. Ouais. On s'est rendu compte qu'on habite dans la même ville. Oh, quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Mais quelle belle rencontre, sérieusement. Absolument. Ouais. Que j'ai été à la même école secondaire que ton garçon aussi. Fait que bref, on a vraiment bien connecté dès la première fois qu'on s'est jasé. Et de te suivre, de se suivre mutuellement, d'en apprendre plus sur ton histoire. J'ai dit, ouais, ça va vraiment inspirer les gens qui sont à l'écoute, d'en apprendre plus sur toi. Donc, encore une fois, bienvenue et merci d'être là. Merci à toi, Claudia. Fait que ton histoire commence où? Alors, mon histoire commence... Je vais t'amener dans un voyage à travers... dans un voyage à travers le temps. 1975, donc j'ai 9 ans. Nous étions en train de préparer, de célébrer l'anniversaire de mon frère. Quand tout à coup, la lumière s'est coupée, il était 6 heures le soir. Et d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, je suis d'origine libanaise, donc je viens du Liban. Et là-bas, au Liban, alors pendant qu'on fêtait, tout à coup, plus de lumière et puis on entendait boum, 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 boum. Et c'était le début de la guerre civile au Liban, tu vois. Et donc, mes parents nous ont amenés dans un souterrain pour nous cacher. Et puis, cette petite fille-là, qui est moi, elle avait tellement peur, peur d'être tuée, peur aussi de perdre sa famille et d'être séparée d'elle. Et puis, on m'a dit, c'est une question de jours avant que tu retournes à la maison, mais ce que moi, je ne savais pas que je n'allais jamais retourner à ma maison parce que ma maison a été réduite en ruine, tu vois. Et tout le long, donc, cette petite fille-là, pendant 10 ans, la guerre a duré 15 ans, et pendant 10 ans, je vivais dans l'incertitude, dans la peur, j'ai perdu mes repères, donc je ne savais plus pourquoi je ne pouvais pas retourner à ma maison, pourquoi je ne pouvais pas jouer avec mes amis dehors, pourquoi je ne pouvais plus aller manger la crème glacée avec ma tante. Et j'ai été privée de l'éducation et des soins médicaux, comme tous les enfants ou tous les gens à l'époque pendant la guerre, et ont été privés de beaucoup de choses. Et ça, c'était pendant 10 ans que tu as vécu comme ça? Oui. Un peu caché avec ta famille? Oui. On s'entend, là, de 9 ans à 19 ans, c'est des années qui sont tellement formatrices habituellement, là. Tout à fait. Je te laisse continuer. Donc, j'ai passé, c'est ça, ces 10 ans de ma vie, je les ai passés dans des caves, des fois, cachées avec des animaux, avec des poules, des vaches, même des serpents, des fois, parce qu'on n'avait pas le choix, il faut se cacher, tu vois, de la guerre. Et puis, mais quand on sortait pour jouer, mais aussitôt qu'on entendait le bombardement, il fallait retourner pour se cacher. Alors, donc, j'ai été privée de l'éducation. Alors, à l'âge, je te dirais à 20 ans, donc rendu à 20 ans, moi, je n'avais pas fini mon 5e secondaire. Là. C'est clair là, que j'avais quitté plus tôt que ça. Et donc, je ne me projetais plus dans l'avenir. Je ne savais plus ce que l'avenir me réservait.
Alors, à 20 ans, quelqu'un m'a offert la possibilité de peut-être découvrir un pays plus en paix. Et cette personne-là, c'est cette personne-là qui allait devenir mon mari. Donc, il a vu ma photo avec une amie et il m'a demandé s'il peut me parrainer ici au Québec. Et puis, si ça va bien, on se marie. Ça va pas, ben, j'aurais fait un voyage et je peux retourner à mon pays. Mais tu comprends que moi, je voulais tellement fuir la guerre que j'ai accepté sans connaître cette personne-là. Et je suis arrivée ici à l'âge de 20 ans. C'est vrai que je ne parlais pas ni français ni anglais. Oui, au Liban, on apprend le français dans les écoles, mais sauf que moi, j'ai quitté tôt, là, tu vois, j'ai pas eu le temps d'apprendre le français. Alors, donc, et voilà, mon aventure commence ici. Donc, c'est un autre combat. Tu vois, là, tu vas peut-être me dire, ah, ben, tu t'es sauvé des combats au Liban, mais je vivais un autre combat. Le combat du déracinement, le combat de la langue, de la société, tu vois, de la température, de tout, là. Pour moi, tu es venue toute seule, en fait. Ta famille est restée là-bas, puis... Oui. Et moi, je pleurais souvent. Tu sais, je voulais retourner voir ma mère. Oui, je suis arrivée ici seule. Et au bout de 2 mois, on s'est mariés. Donc là, le mariage s'est fait. Et j'ai vécu 16 ans avec mon mari et j'ai eu mon fils. Mais tout le long... je te jure que pendant des années, j'entendais le son des bombes et des coups de feu dans ma tête pendant des années. J'avais cette peur de sortir de la maison. Tu vois, c'est une peur qui me tenait. Et l'incertitude de ce que l'avenir me réservait. Donc, je me suis retrouvée dans un pays à jouer le rôle de la victime et à blâmer tout le monde pour les obstacles auxquels je faisais face. Tu vois? Et je plongeais dans la victimisation. Je ne voulais pas me relever et je voulais que tout le monde vienne à ma... Un peu te sauver, si on peut dire. C'est ça. Ouais. Mais avec le temps, j'ai compris que les gens vont t'aider. Si tu joues à la victime, ils vont peut-être te supporter une journée ou deux, une semaine, mais les gens ils vont être tannés de vivre avec une victime. Donc, il a fallu que je me relève. Et... j'ai passé des années comme ça à pleurer. Et quand c'est l'hiver, exemple, et les tonnerres me rappelaient toujours les bombardements et moi, j'étais toujours cachée sous le lit à chaque fois qu'il y a un tonnerre ou un éclair. Tu vois, j'avais tellement peur que... Et donc, des années que je ne voulais pas rien savoir. J'ai plongé vraiment, probablement dans une dépression que je ne connaissais pas à l'époque que c'était une dépression, mais j'étais très, très, très malheureuse. Et je souhaitais beaucoup retourner à mon pays, sauf que je savais que c'était impossible ça, de retourner. Est-ce que tu étais en contact avec ta famille là-bas des fois, ou même il n'y avait plus de contact avec ta mère, ou... Il n'y en avait pas beaucoup de contacts parce que, à cause de la guerre, les lignes téléphoniques étaient coupées, tu vois. Donc, on attendait toujours que mes parents allaient dans une région particulière au Liban pour qu'on puisse les parler. Donc, ils s'en vont des fois dans une région où est-ce que l'accès est là. Donc, j'ai pu parler. Mais je te dirais, les fréquences, je parlais avec mes parents à chaque 3 mois ou 4 mois, tu vois, juste. Puis quand je parlais, mais je pleurais parce que le déracinement a été extrêmement dur. Tu vois, chaque personne réagit différemment à la guerre ou à un traumatisme, mais pour moi, ça a été très dur. Ça m'a pris des années et des années, jusqu'au jour où j'ai reçu un diagnostic de troubles de stress post-traumatique réactivé. Donc, j'ai commencé à avoir des images. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est à peu près temps que je m'approprie ma guérison et que je ne peux plus blâmer tout le monde pour ma douleur. Et surtout que je devais continuer à avancer, même si cela semblait difficile à l'époque. Et c'est là que j'ai commencé, sans savoir, tu sais, on appelle ça des compétences inconnues. J'ai pratiqué la résilience sans que je sache. Et je me suis relevée et je me dis, ma première porte de sortie, c'est la langue. Alors, si je ne sais pas parler français, mais je ne pouvais pas aller nulle part. Donc, j'ai retourné à l'école pour faire l'équivalence d'un secondaire 5. Et puis, au cégep par la suite pour Office System Management en anglais. Donc, ça m'a permis d'apprendre l'anglais. Alors, je me trouvais avec 3 dictionnaires, français, anglais, arabe. Ouais. Et par la suite, j'ai cheminé vers l'université pour avoir mon baccalauréat d'enseignement en formation professionnelle. Et la vie
est tellement bien fait parce que j'ai enseigné pendant 16 ans, non pas par mon domaine d'origine, mais par les deux langues qui m'ont causé de défis, français et anglais. 16 ans, imagine. Ouais. Ouais. Et avec tout ça, j'ai commencé à m'intéresser. En fait, j'avais cette curiosité. Qu'est-ce qui fait qu'on peut se relever, tu vois? Je voyais ma mère pendant la guerre qu'elle trouvait toutes sortes de trucs pour nous abrier, pour nous donner à manger. Donc, elle était résiliente pendant la guerre. Je voyais mon père aussi, comment il faisait pour nous tenir à l'abri. Et je me posais toujours la question aussi, comment qu'on fait, parce que moi, j'ai vu des êtres chers tués devant mes yeux, tu vois. Et je voyais des mamans qui perdaient leurs enfants. Et je me dis, comment une mère peut se relever? Comment qu'on peut vivre après un drame aussi. Ouais. Puis c'était dur pour ces femmes-là ou pour ces hommes-là. Mais je voyais leur résilience, mais je ne savais pas à l'époque que c'était la résilience. Et c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser quand j'ai vu que moi-même, je me suis relevée et que moi, j'ai jamais pensé qu'un jour, je peux te regarder dans le visage ou dans les yeux maintenant pour te parler, tu vois. Ouais. Et j'ai commencé à m'intéresser à la résilience. Et j'ai commencé à faire mes recherches sur la résilience. Et j'ai découvert un institut de recherche aux États-Unis qui s'appelle HeartMath. Et puis, j'ai suivi leur programme pour m'aider à réguler mes émotions. Et là, j'ai découvert que nous avons 4 domaines de résilience. Émotionnel, physique, mental et spirituel. Et je me suis dit, si moi, je travaille le domaine émotionnel, probablement que ça va m'aider mentalement, physiquement, spirituellement, tu vois, parce que tout passe par mes émotions. J'avais beaucoup d'émotions en dedans de moi qui étaient refoulées et je ne les extériorise pas. Et j'ai commencé comme ça, à travailler sur mes émotions, à pratiquer des techniques que j'ai apprises. Et puis, et pour juste te dire comment sont interreliés, c'est que émotionnellement, si moi je suis frustrée, mais ça va affecter mon mental. Donc, j'ai plus cette clarté-là pour décider, pour réfléchir. Et quand mon mental est affecté, eh bien, j'ai des tensions musculaires. Donc, c'est mon état physique. Par la suite, comment la résilience spirituelle peut être affectée, c'est que j'ai moins de tolérance face aux croyances des autres, aux opinions des autres. Tu vois? Donc, je te le résume comme un peu... c'est quoi? Sont interreliés. C'est important de développer la résilience dans chaque... Ouais. Mais c'est vraiment intéressant que tu l'amènes comme ça parce que moi, je parle souvent de nos différents corps. Notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel, nos corps énergétiques ou spirituels. Puis à quel point un affecte l'autre exactement comme tu l'expliques. Mais de voir la résilience précisément dans chacun des corps, ça aussi, c'est super important. Hein? Mais oui, parce que moi, c'est le domaine émotionnel. En pratiquant les techniques que j'ai apprises, ça m'a permis de retourner à l'école, tu vois, de travailler sur moi, de comprendre mes émotions, de les accepter. Puis aussi, il y a des émotions... Parce que, dans le fond, une émotion est là pour nous dire un message. Hein, c'est ça, c'est un messager. C'est un code. Aussitôt que tu déchiffres le code, ça y est. Et moi, je pense qu'il n'y a pas une émotion positive ou une émotion négative. C'est une émotion drainante ou une émotion énergisante. Tu vois, il y a des émotions qui drainent ton énergie. Là, et tu ne peux plus rien faire après. Puis d'autres émotions qui régénèrent. J'aime ça comment tu dis, parce que des fois, moi, je dis émotion, parce que moi aussi, j'aime pas dire... En fait, je dis pas gérer ses émotions, ni positif ou négatif. Mais souvent, je vais dire qu'il y a des émotions inconfortables ou confortables, tu sais? Mais j'aime ça, drainant ou énergisant, ouais. Puis aussi, c'est plutôt réguler nos émotions au lieu de gérer. Exact. Et puis, moi, j'ai appris l'autorégulation émotionnelle. Donc, je sais maintenant quand j'ai un problème, ces techniques-là m'ont permis de faire, c'est que quand j'ai un problème, au lieu de sauter sur le coup et puis regretter après ou réagir, mais je vais l'observer, je vais dire, OK, voici ce que je ressens en ce moment. Ouais. Mais j'ai la capacité de... La définition de la résilience pour l'Institut de recherche, ce que les chercheurs ont trouvé, que la résilience, c'est la capacité à se préparer, la capacité à récupérer et à s'adapter face au stress ou à l'adversité de la vie. Donc, le mot capacité est très important et
moi, ce que j'ai développé la capacité à se préparer tout le temps. Donc, je la pratique à tous les jours. Comment je peux me préparer? Et pense à la résilience comme à une batterie interne que tu aurais stocké de l'énergie positive et cette énergie-là est disponible pour toi. Pas juste physiquement, mentalement, émotionnellement. Ouais. Alors, quand ta batterie est pleine, ben, tu as plus T'es mieux équipé, je pense, pour faire face. Exactement. Ton perspective change, ta façon de voir la situation change. Parce que souvent, moi, maintenant, mon chum me dit « Ah, cette situation-là, il me semble qu'elle te dérangeait avant. Mais là, on dirait que maintenant, ça passe sous le radar, ça te fait rien. » Non, parce que j'ai développé des techniques, tu vois, pour réguler cette émotion. Puis quand tu reconnais ce que tu vis, parce que tu peux pas boucher une fuite si tu sais pas où la fuite. Vient, ouais. Alors, quand tu es capable de vraiment de détecter cette émotion-là, de la comprendre, puis d'accepter qu'elle est là, maintenant, comment tu peux développer ta capacité de la réguler? Tu vois, c'est un peu ça, les techniques. Puis comment on fait pour justement booster notre batterie, notre capacité pour qu'on soit équipé à faire face? Y a-t-il des choses que tu fais au quotidien pour mettre un peu plus de positif dans ta batterie, justement? Mais il y a plusieurs techniques, mais moi, la technique que je fais à tous les jours, ça s'appelle la régulation cardio-centrée. OK. Donc, c'est que en fait, ma concentration va aller sur mon cœur. D'accord? Parce que les recherches ont démontré que le cœur a des neurones, et non pas juste le cerveau. Et dépendamment de ton émotion, si ton émotion est drainante, mais il y a des messages, des signaux, en fait, neuronaux qui vont passer par le cœur et le cœur va donner l'information au cerveau. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va accentuer ton état dramatique, dans le fond. Parce que lui dit... Le cerveau ne sait pas le bon du mal. Il va dire, ah, mais elle est déprimée, mais je vais faire tout de mon possible qu'elle reste déprimée. Il ne sait pas. Il va te donner tous les... C'est pour ça que des fois, on dit, ah, il me semble que toutes les choses drainantes arrivent en même temps. C'est ça. Quand ça... When it rains, it pours, comme on dit. Exactement. C'est ça. Donc, le cerveau va dire, ah, mais OK, on va la garder dans cet état. Alors, les études ont démontré que quand tu te concentres sur une partie de ton corps, bien, il y a un changement physiologique qui se fait dans cette partie-là. Alors, dans ce cas-là, c'est le cœur. Moi, je me consacre sur le cœur et je commence mon activité de respiration. Et là, j'inspire, exemple pour 5, j'expire pour 5, mais il faut que j'inspire et expire égal et plus lentement et plus profondément que d'habitude. OK. Pourquoi? Pour équilibrer le système autonome nerveux qui régule 90% de nos fonctions, tu le sais. Et puis, le système autonome nerveux a 2 branches, sympathique et parasympathique. Donc, la branche sympathique, c'est comme la pédale à gaz de ta voiture. Aussitôt qu'un événement qui arrive, bouf, tu sautes et tu fais peut-être des gaffes. Tu réagis, là. Exactement. Puis après ça, ben, tu vas regretter. Et la branche parasympathique, mais elle, c'est le frein. Mais on a besoin des deux. On ne peut pas dire qu'il y en a un. Alors, cette technique-là, qui s'appelle la respiration centrée, va réguler les 2 branches et va envoyer un message au cerveau comme quoi tu es en cohérence. Donc, moi, je développe... C'est ça, c'est comme la cohérence cardiaque, Ma cohérence, oui, la cohérence cardiaque centrée. L'autre option, mais ça, c'est la base. Ensuite, il y a plusieurs d'autres techniques qui sont bâties sur cette technique-là. Et la technique que je fais, moi, quand ça ne va pas, je vais activer une émotion comme l'amour, la joie, l'attention. Donc, je vais évoquer cette émotion-là en pensant à quelqu'un ou à quelque chose qui me procure du bonheur. Okay. Et je garde cette image dans ma tête. Et pendant que tu fais la respiration Exactement. Cardiaque. Okay. Oui. Et j'inspire et j'expire en gardant cette image dans ma tête. Et ça va calmer mon état intérieur et ça va envoyer un signal à mon cerveau comme quoi je suis dans un état de cohérence. Et ça éloigne mes pensées du problème, tu vois. Et ça, je le fais parce que tu ne peux pas rentrer dans une cohérence cardiaque avant 5 minutes. C'est impossible. Alors, moi, je le fais à chaque jour, 10 minutes. Je l'avais ici tantôt, l'appareil. Et puis, il y a un appareil que tu branches sur ton cellulaire ou sur ton ordinateur et tu vois c'est pas ton rythme cardiaque, c'est la variabilité. Ouais. Okay? Donc, tu vois, il y a 3 couleurs, rouge, vert, bleu. Et quand ça va pas, comme tu vois, il y a 2 jours, j'avais une discussion avec mon frère et c'était pas rose. Et là, je sentais, il y a quelque chose qui va pas. Alors, j'ai dit, OK, avant de tomber dans le pire, je m'en vais à ma cohérence cardiaque. Alors, je me suis installée et j'ai commencé. Et là, tu vois au début que tu es dans le rouge parce que ça va pas. Là. Ouais. Mais là, plus que tu fais la pratique, plus que tu montes dans le bleu,
plus que tu montes dans le verre, et là, tu vois la variabilité de ton rythme cardiaque. Ouais. Donc, ça... Mais quand tantôt, je t'avais dit la capacité à se préparer, la définition de la résilience, c'est comme ça que je me prépare. Ah non, c'est super intéressant. Quand j'avais fait un stage en sport-études avec des athlètes, au tout début de ma carrière, on travaillait la cohérence cardiaque avec eux, puis c'était aussi mon préparateur physique, mais bref, la personne qui s'occupait du stage avec moi, le prof principal, il y avait cette machine-là. Donc, on pluguait les athlètes sur la machine et moi, en fait, je leur faisais faire différentes visualisations. Puis leur but, c'était de rester justement dans le verre, dans une belle cohérence cardiaque, même si dans la visualisation, je leur faisais vivre un stress, mettons, sur la glace, si c'était des joueurs d'hockey. Je me souviens, il y en avait un, c'était un golfeur, puis là, j'avais tout préparé, le scénario. T'arrives à ton tee, puis là, t'es stressé, puis là, tu sens ton cœur, puis tu le vois littéralement en temps réel, ce que ça peut faire sur ta cohérence, tu sais. Oui, c'est vraiment merveilleux, ça. Je pense aussi, puis tu me diras si ça a été un peu pour ça, comme ça pour toi, de faire la pratique à tous les jours intentionnelle pour que tu développes l'automatisme de revenir à ta cohérence cardiaque dans le moment. Parce que si on n'est pas habitué de faire ça, quand on est en colère contre notre frère ou qu'on a une émotion, ben, je pense que ça va être difficile de faire comme « OK, je vais me calmer, je vais utiliser mes outils ». Tu sais, souvent, on est encore en mode réaction, fait qu'il faut se pratiquer puis se préparer par nos habitudes. Tout à fait. C'est pour ça que le premier point de la définition de la résilience pour l'Institut, c'est vraiment la capacité à se préparer. C'est ça. Dehors de la situation qui peut être triggerant ou c'est ça. Tout à fait. Donc, moi, je le fais à tous les jours pour que quand ça arrive quelque chose, mais je ne peux pas dire que s'il arrive quelque chose, bien là, tu vas être à 100% détaché de ça, non. Mais tu vas pouvoir analyser, tu vas voir. Puis, cette technique-là se fait les yeux ouverts. Donc, ce n'est pas vraiment une technique de relaxation. Parce que la technique de relaxation, bien, t'active juste la branche sympathique. Mais nous, on est en train d'équilibrer les deux. Donc, tu l'as fait pendant que je te parle, en ce moment, je peux la faire et tu te rends même pas compte que je suis en train de la faire, tu vois. Quand on était en voyage dans un hôtel, on a eu aussi une discussion avec le gérant et puis il y avait quelque chose qui allait pas bien. Donc, moi, d'habitude, je vais pleurer ou je vais monter le ton. Mais là, pendant que lui me parlait, je me dis, OK, j'ai commencé tout de suite. Là, et j'étais plus réceptive. La communication était complètement différente. Ça change la donne absolument. Mais je l'avais déjà. Tu sais, je l'avais déjà. Je la pratiquais tous les jours. À tous les jours. Parce que tu sais, comme n'importe quoi, ça prend de l'effort, ça prend de la constance. Les habitudes de vie, hein, comme je parle toujours, si tu fais quelque chose une fois, ça peut pas devenir un automatisme après. Mais si tu le fais de façon constante, ça peut devenir un nouvel automatisme. Vraiment pas. Et puis, c'est ça, c'est tout à fait vrai. Parce que tu peux pas dire aujourd'hui, je pratique la cohérence et demain, non. C'est ça. Non. Puis moi, j'ai commencé avec juste 1 minute. C'était très difficile de rentrer dans la cohérence et j'étais toujours dans le rouge. Mais avec la pratique, tu vois, maintenant, je le fais et je vois toujours parce qu'il y a une petite musique qui sonne qui dit que tu es cohérente. Et là, ça sonne beaucoup plus souvent qu'avant. Tu vois, donc je sais que... Et tu es vraiment... C'est tout un autre monde après. Puis souvent, quand j'étais enseignante, je le faisais avant de rentrer à la maison. Parce que tu sais, quand tu travailles toute la journée, tu rentres, tu n'as plus le goût si tu veux vraiment te reposer. Et moi, je rentrais des fois, puis aussitôt que mon chum me dit quelque chose, je saute parce que j'étais fatiguée toute la journée avec les enfants. Mais là, je stationnais ma voiture 5 minutes avant que j'arrive à la maison. Et je pratique ma cohérence. Et je rentre à la maison tout à fait une autre personne. Ouais. Tu vois? C'est ça. Ce que j'entends, c'est pas d'utiliser ça pour éviter de vivre des émotions drainantes ou inconfortables, parce qu'on veut quand même entendre leur message, justement. Mais c'est vraiment de prendre le contrôle sur notre état qui va nous permettre de répondre au lieu de réagir envers une situation. Tout à fait, parce que les recherches ont démontré que, comme être humain, nous sommes capables d'être résilients. Bien, donc, il faut juste reconnaître l'émotion, puis juste dire, OK, elle est là. L'accepter. Maintenant, moi, comme personne, j'ai cette capacité de réguler cette émotion. Nous avons cette capacité. Mais tu sais très bien que plus qu'on fuit l'émotion, plus que l'émotion reste, elle devient comme un poison dans le corps et c'est pas ça qu'on veut. On veut la vivre, l'émotion, parce qu'elle est là pour une raison. Oui. Mais comment je peux la réguler? J'ai cette capacité. Et comment? Bien, je la développe à tous les jours. Et moi, c'est ce qui m'a permis, après, de commencer l'écriture, parce que l'écriture, c'en est une aussi thérapie, si tu veux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. J'ai écrit mon premier livre, j'ai écrit mon deuxième livre.
Et cette technique-là, mais en fait, c'est une technique de base que je te dis aujourd'hui, mais c'est sûr que dans mon atelier, je montre beaucoup plus de techniques qui sont basées sur cette technique de base, parce que ça, c'est une technique de base. Mais on a d'autres techniques qu'on ajoute, tout dépend si un dirigeant, par exemple, veut prendre une décision et puis il ne sait pas comment prendre la décision, mais il y a une technique aussi pour pouvoir l'aider à gérer puis à prendre une décision. Donc, c'est plusieurs autres techniques, mais qui tournent toujours alentour de ça. Parce qu'on est tellement pris, tu sais, dans les réseaux à regarder la vie des autres en oubliant la nôtre. Mais ces techniques-là vont te permettre de rentrer en dedans parce qu'il y a tellement de trésors en dedans. Ouais. Puis quand tu as commencé ce travail-là, tu sais, puis tu as réalisé, bon, là, je joue à la victime, je veux prendre ma guérison entre mes deux mains, je me responsabilise tout ça, tu commences avec la cohérence, tu commences à justement aller voir tes trésors à l'intérieur de toi. J'imagine qu'il y avait aussi des choses inconfortables peut-être qui ont remonté si pendant tes 10 ans d'années en guerre et quand tu es arrivé ici, ben, tu as ignoré, tu as suppressed, comme on dit en anglais, toutes sortes d'émotions. Est-ce que ça a été difficile de faire ressortir parce que faut le ressentir, qu'est-ce qui est enfoui là, puis qu'on n'ose pas regarder, tu sais. Oui. Puis je te pose la question parce que je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ont peur, justement, de ralentir, de s'écouter, parce que tout d'un coup que je m'écoute et je réalise que, ouf, je suis pas bien, je suis pas heureuse, je dois faire des changements de vie, je suis pas honnête avec moi-même, il y a quelque chose qui doit arriver, j'ai des douleurs que j'avais complètement ignorées. Ça peut faire peur de faire face à ce qui est enfoui à l'intérieur de nous, tu sais. Oui. Toi, est-ce que tu as vécu ça, ces choses-là qui ont ressorti? Comment tu as fait pour les vivre, justement, les guérir, les laisser aller? C'est sûr que oui. Je te dirais pas que j'ai pas pleuré, que j'ai pas été dans un état aussi, que j'ai été surprise de voir que j'avais ces émotions-là camouflées en dedans de moi. Quand j'ai pu rentrer en dedans de moi, tu vois, c'est là que je les ai découverts. Je me dis, waouh! Tout ça m'envahissait et je ne voulais pas, comme tu disais tantôt, on ne voulait pas aller là. C'est ça. On ne voulait pas aller là. On veut pas y aller. Parce que c'est comme on sort de notre confort. Hein, on ne veut pas aller là. Sauf que moi, tellement qu'il y a beaucoup de choses qui sortaient parce que la guerre, puis aussi, nous vivons de la violence aussi physique et psychologique de la part de notre père à la maison. Donc, tout ça ensemble fait en sorte que beaucoup des émotions qui ont sorti, que j'ai été surprise de voir que il était là, c'est ça. Mais comme ce que je faisais finalement, parce que je peux passer toute la journée, tu vois, à pleurer ou à ressentir ces émotions. Et là, je me dis, OK, Gianna, tu as peut-être 5 minutes, pleure, crie, fais ce que tu veux pour cette émotion-là, mais après 5 minutes, c'est fini. Tu arrêtes, puis tu continues ta vie. Et là, je mettais le chronomètre, tu vois, et 5 minutes, pleure. Ah ouais, fais ce que tu veux faire, tu vois. Je faisais ça. Mais ça, moi, ça m'a aidé beaucoup. Ça ne veut pas dire que ça va aider les autres. Mais je donnais un temps pendant la journée parce que sinon, je passais ma journée et mes nuits, en fait, dans cet état-là. J'imagine que c'est ça qui peut mener aussi à dépression ou d'autres problématiques qui font que ça dure sur le long terme puis ça crée... Mais oui, parce que là, tu sais que c'est le cortisol qui se sécrète et qui devient comme un poison dans ton corps. C'est l'hormone du stress. Et puis, j'ai vu à un moment donné j'ai entendu une phrase qui disait change tes pensées, change ta vie. Si tu changes tes pensées, tu changes ta vie. Et moi, je me suis dit, OK, c'est toi qui choisis d'être dans cet état-là. Est-ce que tu veux rester dans cet état-là? C'est ton choix. Parce que, tu sais, à chaque matin, on se lève avec une quantité d'énergie qui est disponible pour nous. Et puis, c'est nous qui décidons comment on veut dépenser cette énergie. Alors, si moi, je décide de la dépenser dans la tristesse, dans la colère, dans la haine, dans le ressentiment, eh bien, j'aurais décidé ça. Alors, c'est mon choix. C'est pas tu m'as pas dit d'être comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit... j'en voulais à mon père, mais je me dis, OK, si j'envoie mon père chez la psychologue, est-ce que ça règle mon problème? Non. Alors, c'est pas mon père qui m'a dit qu'à 30 ans, à 40 ans, tu vas être une fille déprimée, tu vas être une fille pleine d'émotions drainantes, tu ne verras pas ta vie. Mon père ne m'avait pas dit ça. C'est moi qui ai choisi ça. Hein? Je n'avais pas de contrôle sur la situation quand j'étais jeune, mais là, j'ai le contrôle sur ma vie. Aussitôt que tu as cette conscience-là, tu sais, tu vas pouvoir gérer, en fait, réguler ces émotions-là et les travailler. Mais oui, j'ai plongé creux, c'est sûr.
Donc, la technique, c'était vraiment pour moi, c'est de donner du temps pour pleurer sur mon sort, pour chialer, pour blâmer, peu importe. Ouais. Mais après ça, c'est fini, là, tu passes à d'autres choses. C'est ça, exact. On le laisse sortir, on le vit, on l'observe, on punch l'oreiller, on écrit, on en parle, on crie, tu sais, on le fait évacuer de façon saine et sécuritaire, mais sans s'apitoyer sur son sort, je pense aussi, tu sais, le moins possible. Là. Mais parce que tu vas toujours jouer... Parce que si tu continues à blâmer les autres pour ce qui t'arrive, c'est la faute à l'autre, mais tu es dans un mode de victimisation. Hein. Tu joues à la victime. Alors, tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as plus de pouvoir. C'est l'autre qui contrôle. Puis si tu continues, comme si moi, exemple, je vais continuer à penser à mon père, comment il nous traitait, mais c'est de l'énergie tellement qui me draine. Ouais. Mon père, il est bien à la campagne, il vit sa vie. C'est là, ça. Bon, alors, je lui donne tellement de pouvoir sur ma vie. Et c'est là que je me suis rendu compte que non. Tu sais, puis à un moment donné, j'ai pensé, je me dis, est-ce que c'est juste ça la vie? Mais non, il y a d'autres choses dans la vie, tu vois. Ouais. On est capable de prendre contrôle de nos émotions. Et là, je me suis dirigée vers le coaching en neurosciences pour essayer de comprendre aussi au niveau neurosciences comment le cerveau fonctionne, tu vois, pour pouvoir réguler toutes ces émotions-là. Et j'ai eu une bonne compréhension et maintenant, je suis capable... Mais je te dis pas que c'est facile. Même avec toutes les connaissances et toutes les pratiques que j'ai faites, des fois, je suis dans une situation un petit peu fragile où je ne sais pas quoi faire, mais je me dis, mais j'ai des outils, pourquoi je ne peux pas les utiliser? Alors, j'utilise les outils et je vois les résultats. C'est ça. Des fois, on se coach soi-même, en fait. Je suis sûre que des fois, ça t'arrive, tu t'assois, comme, bon, je vis telle chose, je m'observe pour pas justement être en mode réaction, mais être en mode réponse. Qu'est-ce que je dirais à ma cliente? Ou si je suis en conférence, en atelier, ben, qu'est-ce que je coacherais ou qu'est-ce que je dirais? Ben, je vais l'utiliser, je vais le laisser sur moi, puis ça fonctionne, tu sais. Mais c'est ça. Ben, des fois, moi, je m'assois ici, puis je me dis, OK, Gianna, assieds-toi à l'autre côté. C'est ça. Puis comme je me détache, puis là, je me pose des questions. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu te sens comme ça? Qu'est-ce que tu ferais? Ou qu'est-ce que tu dirais à ton meilleur ami si elle a ce problème-là? Tu vois, je m'auto-coach. Et souvent, ben, tu trouves des réponses quand tu parles. Quand on se pose les bonnes questions aussi. Ouais. Tu sais, des fois, on se pose des questions sans s'en rendre compte qui nous amènent à des réponses qui vont encore plus amplifier le côté un peu victimisation. Ouais. Tu sais, pourquoi ça m'arrive? Ben, tu vas trouver toutes les raisons de pourquoi ça t'arrive qui vont encore plus amplifier que t'es pas contente que ça t'arrive. Versus, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là? Oui. Tu sais? Fait que la façon qu'on se pose des questions, je pense que c'est important aussi. Tout à fait. Puis la minute que tu sais que la vie ne nous doit rien, okay, la vie ne nous doit rien. Tu sais, oui, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des embûches, des défis, mais c'est à toi de voir comment tu vas faire pour les surmonter. Mais je répète encore, ça dépend, parce que la résilience n'est pas la même chose chez toi ou chez moi. Tout dépend de ton vécu, de tes expériences, comment toi, tu peux vivre la résilience. Ça prend du temps pour développer la résilience, tu vois. Mais quand tu sais... tu es vraiment au courant de ce qui se passe alentour de toi, tu es capable de prendre une décision et de savoir que j'ai cette capacité-là, pourquoi je ne l'utilise pas. Exactement. Mais c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Tu sais, la résilience, c'est comme n'importe quoi. Ça prend de l'effort, de la constance, du travail pour la développer. Certains disent qu'elle peut être innée, mais elle est innée à un certain point, mais c'est comme la confiance en soi. Tu la développes à mesure que tu grandis et que tu traverses des épreuves, mais on n'est pas né résilient ou résiliente, tu vois? Oui, je comprends. Ouais. Je veux qu'on parle un peu de la résilience physique, parce que je sais que tu es super active, on a ça aussi en commun, habitude de vie. Comment, est-ce que tu as toujours été comme ça? Est-ce que justement, tu fais de la course? Est-ce que tes habitudes de vie pour ton corps physique, là, l'entraînement, le mouvement, est-ce que ça s'est aussi développé à mesure que tu travaillais ta résilience? Est-ce que ça a été comme un outil qui t'a aidé à passer à travers toute cette régulation-là, d'émotions-là? Comme, où est-ce que l'activité physique vient aider ce processus-là? OK. En fait, quand tu vois que les recherches ont démontré que malheureusement, c'est dans le domaine émotionnel qu'on épuise beaucoup notre énergie. Alors, quand moi, j'ai travaillé ce domaine, et là, je me suis dit, comment je peux faire pour travailler mon domaine physique? Je ne faisais pas d'activité physique avant. Okay. Je n'étais pas cette fille qui courait, parce que tu sais qu'on a vécu dans la guerre souterraine, donc on ne peut pas vraiment... Et je suis arrivée ici, et quand j'ai passé par ce processus de résilience, je me dis, comment je peux faire pour travailler sur mon corps un peu? Et je sentais ce besoin, cet amour pour la course, mais je n'ai jamais couru.
Et là, donc, pour développer la résilience physique, c'est que, par exemple, si moi, j'ai jamais couru, si tu me dis, va courir un marathon, probablement que je vais planter un premier kilomètre. Alors, comment développer la résilience physique? Donc, je peux commencer par courir 1 kilomètre, exemple. Tu vois? Donc, j'ai commencé comme ça, par 1 kilomètre pendant des mois. Et là, j'ai commencé à aimer. Et là, je me dis, maintenant, je peux augmenter. Donc, c'est comme ça que tu augmentes ta résilience. Et là, donc, je me suis rendue au bout d'1 an à courir 5 kilomètres. Donc, si tu parles de résilience, alors si, exemple, mon niveau de base il était à 1 kilomètre, mais moi, j'ai développé la résilience 2, 3, 4, 5. C'est comme ça que tu développes ta résilience. Et là, si tu me demandes maintenant de courir 1 kilomètre, j'ai assez d'énergie dans ma batterie, j'ai assez développé de la résilience que ton 1 kilomètre, je vais te le donner, ça serait facile, tu vois. Eh bien, donc, j'ai fait ça. Et puis, j'avais ce rêve de courir un marathon. Et tout le monde me disait, mais voyons, tu n'as jamais couru, donc tu ne pourras pas. Mais j'ai développé cette résilience. Je me dis, OK, je vais augmenter ma résilience à chaque fois. Et là, j'ai commencé à courir, participer à des compétitions de 5 km. Ensuite, j'ai travaillé pour le 10. Mais c'est encore là, c'est du travail. Et j'ai augmenté ma résilience comme ça. Et ensuite, on a eu une occasion de faire un demi-marathon. Et je me dis, oups, un demi-marathon, c'est vraiment beaucoup. Mais je me dis, Gianna, tu es dans la résilience, alors essaye de travailler puis augmenter ta batterie. Donc, j'ai fait mon demi-marathon. Ça fait en fait 3-4 demi-marathons que je fais. Par la suite, j'ai continué à développer ma résilience pour le marathon et j'ai fait un marathon. Et tu vois, l'année dernière, j'ai participé à une course de 75 km dans les montagnes du Liban. Wow. Et je te dis pas que c'était extrêmement difficile. J'en doute pas. Il y a des moments où il y a des moments de joie, il y a des moments où est-ce que tu pleures, tu te décourages, tu abandonnes. Mais j'ai compris avec tout le processus que c'est ça la vie. Ouais. C'est vraiment ça la vie, tu vois. Et je me dis, peu importe le résultat, je vais franchir la ligne d'arrivée. Et j'avais des blessures partout, là, parce que c'est vraiment des montagnes. Puis, maintenant, la course fait partie de ma vie. Tu vois, en avril, je vais faire un demi-marathon, que à chaque année, je me dis, c'est fini, je ne participe plus. Mais c'est comme cet amour-là en dedans de moi. Et ces 4 domaines de résilience... on dirait qu'ils font partie intégrante de ma vie. Je les enseigne dans les formations, dans les ateliers, dans les conférences. Et je les travaille, les 4, parce que c'est vraiment important de garder ces 4-là, de travailler les 4. Et c'est comme ça que j'ai développé mon amour pour l'entraînement. Puis par la suite, tu sais, quand tu t'entraînes, mais veux pas, tu te nourris mieux. Alors, j'ai fait attention à mon alimentation. Et tout ça, ça fait en sorte que... maintenant, j'ai 55 ans et puis je me trouve que je suis vraiment en forme là, de pouvoir courir encore. Et hier, j'ai couru 12 km, donc je cours 2-3 fois par semaine ici, à côté de chez nous, 12 ou 15 km. Et mon corps s'habitue. Mon chum m'avait dit, comment tu fais pour courir 15? Je ne sais pas. Et tellement j'ai développé de la résilience dans ma batterie. Moi, j'ai toujours cette image-là dans ma tête. Batterie, ouais. La batterie. Et je la remplis, tu vois. Puis je suis prête là, quand c'est le temps. C'est ça. C'est comme ça que j'ai développé ma résilience physique. Oui. Tu sais, quand on parle de toutes les hormones, justement, qui sont sécrétées quand on bouge, sérotonine, endorphine, adrénaline, tu sais, etc., mais c'est sûr que ça t'aide à aller mieux. Puis c'est sûr que ça a l'impact, ta résilience émotionnelle, mentale aussi, tu sais. Fait qu'encore une fois, tout est tellement interrelié. Oui. Fait que c'est ça, t'étais pas quelqu'un qui était actif, t'as commencé avec 1 kilomètre, progression, étape par étape, 55 ans, tu cours encore des, tu sais. Puis j'ai jamais trop tard, génial, là, tu sais, parce que j'ai commencé peut-être à 40 ans, moi, à courir. Donc, juste pour dire pour les gens qui nous écoutent que allez-y, vraiment, faites confiance, puis... foncez, tu vois, c'est comme ça que vous allez réussir et développer votre capacité, puis augmenter votre qualité ou améliorer votre qualité de vie, que ce soit par la nutrition, par l'entraînement, par la lecture, par l'écriture. Ouais, par la cohérence cardiaque. Par la cohérence cardiaque, tu vois. C'est ça. Mais travailler sur soi, c'est tellement enrichissant. Ouais. Et moi, quand je cours, puis je reviens avec des idées. Sûrement que toi, tu as vécu ça aussi dans tes pratiques. Tu reviens avec des idées, des nouvelles idées, au lieu de... C'est sûr que moi, je m'entraîne à tous les jours. Par contre, dans mon sous-sol, j'ai mon application. Et puis, je m'entraîne, que ce soit cardio ou j'ai mon vélo même. Mais 2 fois par semaine, j'aime ça sortir. Pour courir. Ça fait prendre l'air aussi. Ouais. Puis, c'est ça, il faut trouver quelque chose qui fonctionne pour soi, tu sais. Puis,
commencer petit, puis construire, c'est ça. Remplir notre batterie, construire la résilience, puis... Oui. Absolument. T'as-tu un exemple de comment tu travailles ta résilience plus spirituelle, énergétique? Plus spirituelle, mais en fait, je suis plus ouverte aux opinions des autres qu'avant. Tu vois, quelqu'un qui me donne ses commentaires ou son opinion. Avant, j'étais fermée, tu vois, non, c'est mon opinion. Mais là, maintenant, je la regarde, même si ça ne me convient pas, je peux dire, ah, ben c'est un bon point de vue, je ne l'ai jamais vu comme ça, tu vois, même si ça ne me convient pas, mais c'est son point de vue, tu vois. Donc, je suis plus ouverte maintenant aux opinions des autres, aux idées des autres, chose que je ne le faisais pas avant. Donc, chaque fois que quelqu'un me parle ou me dit quelque chose, avant de sauter sur le jugement, parce qu'on est vite jugé, hein, on juge tellement vite, avant de juger, je regarde, j'observe, je me dis, bon, c'est son opinion, c'est comme ça qu'elle le voit. Alors, moi, mon rôle, c'est d'accepter son opinion, même si elle ne me correspond pas. Et au lieu de la contredire, c'est un bon point de vue, mais je ne l'ai jamais considéré comme ça. Oui, plus d'ouverture. C'est ça, oui, je suis plus d'ouverture. Au niveau mental, mais je suis plus prête pour prendre des décisions aussi en pratiquant. Je reviens toujours à mes cohérence cardiaque et tout, avant de prendre une décision. Mais j'étais cette personne-là qui jongle beaucoup avant de prendre une décision. Maintenant, je le fais moins, mais je me fie sur mon intuition parce que souvent, ça aussi, mon intuition était quelque chose qui était loin de moi. Maintenant, je m'écoute plus. Oui. Ouais. Ben, quand on est en mode survie, hein, puis justement avec des traumas et tout, c'est très difficile d'être connecté à son corps parce qu'on ne se sent même pas en sécurité dans son corps. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Mais moi, j'étais déconnectée de ma personne. C'est ça. De moi-même. Je ne savais pas qui j'étais, qui je suis, ce que je veux de la vie, mon identité. Et même à un moment donné, je me suis posé la question, qui suis-je? Je ne sais pas. Mais maintenant, si je regarde, j'ai fait du chemin, mais j'ai encore un chemin à faire. Mais comparé à il y a 20 ans, je pense que j'ai avancé. Mais j'ai avancé, mais c'est pas parce que je suis meilleure que d'autres, mais j'ai utilisé les outils qui étaient à ma disposition. Puis j'étais ouverte à recevoir. Tu vois, quand tu es fermée, tu veux pas recevoir, mais tu passes à côté de beaucoup de belles choses. Puis souvent, quand je donne mes conférences, je dis aux participantes, aux participants, ben, soyez juste ouverts à recevoir aujourd'hui. Ça se peut que ce que je vais dire, il y a peut-être 20% qui va résonner avec ce que vous pensez, mais juste être ouvert à recevoir. Puis on ne sait jamais comment l'information qu'on reçoit qu'elle va nous aider plus tard. Peut-être pas maintenant, ou peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide, puis on va dire, ah, on a entendu ça dans une conférence ou dans un atelier. C'est ça. Puis vous allez pouvoir être... Parce que quand tu es résilient, mais tu es comme un phare pour les autres. Donc, tu vas être capable d'aider les autres. Parce que si tu n'as pas, par exemple, l'amour en dedans de toi, mais tu ne peux pas le donner, hein. Alors, si tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Donc, quand tu es résilient, ben, tu vas pouvoir aider les autres. Ce n'est pas juste être résilient pour nous-mêmes, mais aussi pour aider notre famille, nos amis, notre entourage. Ouais. Puis tu as parlé que l'écriture, ça faisait partie, évidemment, un des outils que tu as utilisé pour t'aider, pour devenir résiliente. Parle-nous un peu de tes 2 livres. Mais c'est ça. Le premier livre, en fait, c'est que j'étais à un moment donné dans ma cuisine et j'ai pensé à ma mère, que c'était une femme effacée, qu'elle n'avait pas le droit de parole, et ma mère, c'est une analphabète. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas immortaliser la vie de cette femme-là sur papier? Et là, j'ai commencé l'écriture sur ma mère, puis aussi, moi, je me trouvais ressembler beaucoup à ma mère qui s'appelle Rima, et je ne voulais pas être Rima, nécessairement dans ses peurs, dans sa manque de confiance, dans sa manque d'affirmation. Donc, l'écriture m'a libérée aussi de mes émotions. Donc, j'ai écrit l'histoire de ma mère depuis qu'elle était jeune, avec toute sa souffrance jusqu'au jour où elle est devenue adulte, s'est mariée, tout le vécu de son mariage, et pendant la guerre, sa résilience pendant la guerre. Donc, dans ce livre-là, il existe l'histoire de ma mère, plus les recettes que ma mère nous concoctait pendant la guerre. Okay. On les a mis là. Et puis, on a mis aussi des recettes libanaises, pas nécessairement liées à la guerre. Donc, c'est comme rendre hommage à ma mère. Alors, cette femme-là qui n'était pas capable de s'exprimer verbalement ou dans sa vie, mais elle s'exprime sur papier.
Et le deuxième livre, c'est BAM, Bouge, apprends et mange. Mais ça fait partie de la philosophie de ma vie maintenant. Comment qu'on peut... Parce que moi, j'ai changé beaucoup des habitudes, des vieilles habitudes qui ne me servaient plus. Alors, dans ce livre, il y a 28 jours. 28 jours. Donc, comment tu peux développer ou changer une habitude en dedans de 28 jours? À travers ces 3 clés de bonheur que moi j'appelle, à travers l'entraînement, la nutrition et le développement personnel. Mm-hmm. Donc, chaque jour, il y a 15 minutes d'entraînement qui sont illustrés et sont décrits. Et ces entraînements-là sont sur mon site web. Donc, les gens qui sont plus visuels peuvent aller voir. Donc, tu as 5 minutes d'entraînement dans la même journée. Ensuite, tu as une histoire qui dure seulement 5 minutes en lecture. Et ensuite, tu as une recette qui contient 5 ingrédients et qui dure 5 minutes comme préparation. Tu vois? Mm-hmm. Donc, c'est pour aider quelqu'un qui veut changer une habitude, qui veut développer une. Alors, chaque jour, tu peux faire 15 minutes. Même si tu t'entraînes 30 minutes ou 1 heure, mais fais ton 15 minutes, c'est ça, au minimum. Fais ton 5 minutes de plus. Tu sais, le extra mile, des fois, c'est toujours bon. Et donc, voilà, le livre est né comme ça pour aider les gens à développer des habitudes ou à améliorer une. Et puis, les lectures sont... la partie écriture, ce sont mes réflexions au courant de ces années de vie ici au Québec. Donc, les gens vont lire ce que j'ai vécu pendant 5 minutes. Donc, ceux et celles qui n'aiment pas la lecture, bien, 5 minutes, ça va peut-être les aider éventuellement à aimer la lecture. C'est ça, exact. Développer le goût de ça, là. C'est ça. Ouais. Et je les ai auto-édités, donc ne se trouvent pas dans les librairies, mais se trouvent sur Amazon ou sur mon site web. Okay. Et je suis dans l'écriture de mon 3e livre sur la résilience. Là, vraiment, c'est la résilience. Oui. Un sujet que tu maîtrises très bien. On l'entend aujourd'hui. Merci. Avec des histoires aussi à la fin du livre. Il y a des gens, il y a des personnalités publiques aussi qui m'ont envoyé leur histoire de résilience que je vais publier à la fin du livre. Et j'invite aussi les gens qui ont une histoire de résilience. Si le cœur le dit, pour mettre toute cette histoire-là sur papier, qu'elle soit vivante sur papier. Donc, moi, je l'inclus à la fin de mon livre pour aider, parce que leur histoire de résilience, c'est un cadeau pour eux, pour les gens qui vont lire le livre ou qui nous entourent. Donc, à chaque fois que je vois quelqu'un, et je leur demande si ils ont une histoire de résilience, puis ils veulent l'inclure dans les livres. Mm-hmm. Voilà. Oui, c'est inspirant de lire ça, tu sais. Oui, mais oui, on s'encourage, puis on voit qu'il y a des gens qui ont passé par... Mm-hmm. Des fois, tu vas voir quelqu'un qui a passé par un événement qui est beaucoup plus... Quoique, on ne peut pas dire que cet événement-là n'est pas très intense, parce que tout dépend de la personne, comment qu'il la vit. Hein, exact. Qu'il le vit. Mais quand tu vois les histoires des autres, ben, peut-être que ça peut te consoler un peu, ou peut dire « Ah, mais il y a des histoires beaucoup pires de ce que moi je vis. » Ou je suis pas toute seule, puis ça me donne espoir que moi aussi, d'abord, je peux m'en sortir, puis moi aussi, je peux faire des petits changements, tu sais, pour m'aider, etc. Fait que... C'est ça, c'est pour encourager les gens. Puis, mais aussi, je faisais au début, là, je le fais moins parce que je suis plus occupée, je faisais des entrevues avec des personnalités publiques, surtout, qui ont eu un parcours inspirant. Aussi pour aider la femme à pousser, à aller plus loin, à poursuivre son rêve. Mm-hmm. Et je me dis, des fois, tu peux écouter une conférence et puis tu retiens un mot ou une phrase qui va changer ta vie. Ouais. Alors moi, je les dépose sur mon site web ou sur ma chaîne YouTube et puis je me dis, mais les femmes qui veulent s'inspirer peuvent écouter des histoires de courage et ça peut peut-être les aider à réaliser leurs rêves ou à sortir de leur coquille ou aller peut-être faire ce projet, faire ce voyage, écrire ce livre, tu vois, acheter cette voiture, acheter cette maison. Oui, peu importe. Oui, c'est ça. Non, c'est vraiment inspirant. Ouais. Donc, site web, chaîne YouTube, comment on fait pour communiquer avec toi? Si on veut te recevoir en conférence, acheter tes livres, je vais mettre les liens dans la description du podcast. Là, en fait, mon site web, c'est Gianna Saad. C'est simple, giannasaad.com. Parfait. Mon YouTube, c'est Gianna Saad. Gianna Saad partout. Je suis sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Donc, je fais un peu partout. Bientôt le podcast. Grâce à Claudia. Et voilà, donc, je suis en contactant. En fait, sur mon site web, j'ai la section contact pour les entreprises qui veulent me recevoir en conférence ou en atelier. Donc, c'est la résilience, ça s'enseigne en conférence ou en atelier. C'est sûr qu'en atelier, on donne beaucoup plus de techniques et les gens travaillent plus.
Et voilà, c'est comme ça que... Qu'on peut te trouver, communiquer avec toi. Ben oui. Il me reste une question à te poser que je pose à tous mes invités, mais avant, je voulais juste te remercier encore une fois pour cette belle conversation. Ça fait plaisir. Juste d'être en ta présence, puis de savoir tout ce que tu as vécu dans ta vie, puis de te voir aussi rayonnante, inspirante, alignée. C'est vraiment, vraiment un plaisir pour moi de te connaître, mais aussi de te recevoir sur le podcast. Fait que j'encourage vraiment les gens à aller te suivre, en apprendre plus sur tes histoires, puis tes livres, puis stay tuned pour le prochain livre là, qui s'en vient bientôt. Merci Claudia, c'était un plaisir, grand plaisir aussi. Oui. Donc, ma dernière question, est-ce que tu as une citation préférée? Une citation? En fait, ma citation que je l'ai dit tantôt, c'est que change tes pensées, change ta vie. Mm-hmm. Ça, c'est comme moi, je l'ai dans ma tête toujours. Chaque fois que je pense, puis ma pensée va m'amener à plonger dans une tristesse ou dans une dépression ou c'est juste si j'ai de la colère ou de l'envie ou du ressentiment, ça vient drainer mon énergie. J'ai toujours ça en tête. Gianna, change tes pensées. Ta vie va changer. Mm-hmm. Et au lieu d'avoir de la haine pour cette personne-là, mais donne-lui de l'amour. Et juste dis que cette personne-là a fait ce qu'elle pense bon de faire, parce qu'il n'y a pas personne qui va vouloir du mal pour l'autre, mais cette personne-là a fait qu'est-ce qu'elle a fait parce qu'avec l'information qu'elle a en ce moment, avec le bagage qu'elle a, avec les expériences qu'elle a eues, ben, elle t'a donné ce qu'elle pouvait te donner. Elle ne pouvait pas te donner plus. Alors, d'avoir de la haine pour cette personne-là, mais ça vient de me drainer à moi. Mm-hmm. Alors, change tes pensées, change ta vie. Voilà. On vous souhaite des pensées awesome et positives. Merci. Merci, Gianna. Bon succès à toi aussi, Claudia. Merci. Merci.